Merci de nous rejoindre sur Radio Mali à Bamako, il est 13h. Le journal, Ibrahima Traoré. La grande édition dominicale de la mi-journée, c'est 13h dimanche. Mesdames, Messieurs, à la une, veille de Ramadan au Mali, les marchés du pays sont-ils approvisionnés et les prix des denrées de première nécessité sont-ils abordables ? À Tombouctou, l'on répond par l'affirmatif. C'est du moins le constat de satisfaction des autorités régionales et des opérateurs économiques en visite dans les marchés et magasins de stockage. Et puis en cette veille de Ramadan, le président de la transition fait parler aussi son cœur pour soulager les populations vulnérables. Des reportages à suivre dès le début de cette édition. L'invité de ce 13h dimanche est Robert Dabou. Il est chargé du projet Suède-Mali. Il nous fera le point des journées de partage des résultats du projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Mali. Des journées tenues en début de semaine ici à Bamako. À suivre une large page consacrée à l'actualité hors de nos frontières. Nous irons notamment au Sénégal où la campagne électorale pour la présidentielle du 24 mars est lancée hier. En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo est désigné candidat pour la présidentielle de 2025 par son parti. Au Nigeria, nouveau kidnapping d'enfants dans l'état de Sokoto après 2 enlèvements de masse. Toute l'actualité internationale à ne pas manquer dans une quinzaine de minutes. Les sports, ce sera avec vous, Famourou Djourté, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors, quel est le menu de cette page des sports ce dimanche ? Dans la page sport, nous parlerons de la Super Coupe du Mali de basketball. Le Stade malien hommes et le Djolobassé dames ont remporté les trophées de 2024. En football, il sera question de la Coupe du Mali de football qui est au stade de 8e de finale. Nous ferons un tour en Europe pour terminer avec les Jeux africains Accra 2023. L'actu des sports à ne pas manquer avec Famourou Djourté. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs. Installez-vous confortablement tout de suite le journal. Le Mali, à l'instar de la Oumma islamique, s'apprête à entamer le mois de Ramadan à travers le pays. Les marchés sont bien approvisionnés en denrées de première nécessité. C'est le cas à Tombouctou où les autorités régionales et les responsables des opérateurs économiques viennent de sillonner les marchés ou autres magasins de stockage de produits alimentaires. On en sait davantage avec l'un de nos correspondants dans la région, Idrissa Goulou Sissoko. Un tour au marché Yobou Taoul du Tombouctou, l'on se rend compte que les produits de première nécessité sont disponibles et à un prix abordable. Elhadji Firoun, président de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Tombouctou. L'ensemble des marchés est bien approvisionné, que ce soit le marché de Yobou Taoul, le marché de Badjende et le petit marché de Fort Yobou. Toutes les denrées de première nécessité sont sur place, notamment le sucre, la farine, le lait et le mil. Et le sorgho et en même temps le riz aussi. Chaque jour qui passe, nous constatons vraiment une grande baisse de prix au niveau du marché. Il n'y a même pas 2 semaines, le sucre était vendu à 800 francs et aujourd'hui le sucre est à moins de 600 francs le kilo sur le marché. Baba Moulaye, président Askoma Tombouctou. Nous sortons de la visite très satisfaits et vraiment nous ne nous attendions pas à trouver vraiment une si grande quantité de produits, ça c'est un, et nous ne nous attendons pas aussi à trouver des prix aussi bas, donc nous sommes très satisfaits et demandons aux détaillants de respecter les engagements et de respecter les prix qui nous ont été donnés. Les autorités régionales se réjouissent des dispositions prises pour l'approvisionnement du marché en sucre et produits divers. Mamadou Tembeli, directeur de cabinet du gouverneur de Tombouctou. Nous sommes satisfaits à la sortie de cette visite du marché pour constater l'état d'approvisionnement en denrées, céréales et produits de première nécessité. Nous avons constaté la disponibilité en quantité satisfaisante quant à ce qui concerne les mil, les riz, ainsi que d'autres denrées comme les laits, le sucre, les pâtes alimentaires et même les laits en liquide. Donc, dernièrement, tout de suite, nous venons de constater le magasin de l'OPAM où nous avons reçu les 1000 tonnes au compte des 25 000 tonnes que le gouvernement de la transition a bien voulu retenir avec les unités industrielles pour permettre aux Maliens d'avoir accès au sucre à un prix acceptable
ne dépensant pas les 600 francs CFA. Les populations de Tombouctou passeront le mois de Ramadan en toute quiétude. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko, Hassan Aïdara pour l'ORTM. Et en cette veille du mois de Ramadan, le président de la transition, dans le cadre de ses œuvres sociales, apporte assistance aux personnes démunies à Bamako et à l'intérieur du pays. Cette opération a concerné hier, par exemple, 400 familles des communes 1, 2, 3 et 4 de la capitale malienne, un don composé essentiellement de kits alimentaires. Reportage Sokona Kamisoko. En cette veille du mois de Ramadan, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, donne du sourire aux personnes démunies des communes 1, 2, 3 et 4 du district de Bamako. Elles reçoivent des mains du conseiller spécial du chef de l'État des produits alimentaires composés essentiellement du sucre, du riz, du mil et de l'huile. Naturellement, cet élan de solidarité est bien apprécié par les bénéficiaires. Maoula Konaté, bénéficiaire de la commune 1 du district de Bamako. Je remercie le président de la transition, colonel Assimi Goïta, d'avoir pensé à nous, surtout à quelques jours du mois de Ramadan. Vraiment, les mots nous manquent pour saluer son geste de solidarité. Assa Traoré, bénéficiaire de la commune 2 du district de Bamako. Nous remercions le chef de l'État pour ses œuvres sociales. Celui qui te vient en aide t'épargne de beaucoup de choses. Avec ses sacs de riz, de mil, de sucre et de bidons d'huile, nous allons passer un bon mois de Ramadan. Nous prions Dieu afin que le Mali retrouve la paix et la stabilité. Kadjatou Kanouté, bénéficiaire de la commune 3 du district de Bamako. Gloire à Dieu qui nous a permis de vivre ces jours si mémorables pour nous les démunis de la commune 3. Quand je regarde tous ces produits alimentaires devant nous, je suis tout simplement comblé de joie. Je remercie le président Assimi Goïta pour tout ce qu'il fait pour les pauvres. Que Dieu veille sur lui et sur tout son cabinet. Ce geste de solidarité du président de la transition va permettre à ces personnes en situation difficile de passer le mois de Ramadan sans grand souci. Mariam Sangaré, bénéficiaire de la commune 4 du district de Bamako. Au nom des bénéficiaires, je dis merci aux autorités de la transition, particulièrement au président Assimi Goïta. Cet acte de solidarité du chef de l'État ne nous a pas surpris, parce que depuis qu'il est au pouvoir, il s'investit pour améliorer les conditions de vie de son peuple. Agibou Dambélé, conseiller spécial du président de la transition. En vue d'atténuer un peu les charges du mois de Ramadan, le président de la transition a jugé nécessaire de montrer sa solidarité envers tous les Maliens. Toutes les régions du Mali sont pratiquement intéressées par ça. On a commencé il y a longtemps et ça va continuer. Aujourd'hui, c'est le tour de la rive gauche. Les kits sont composés de 50 kg de riz, 50 kg de mil, 50 kg de sucre, 5 litres d'huile, un sac de pâtes alimentaires. Ces kits sont donnés à 100 familles par localité. Cette opération de distribution gratuite de vivres aux personnes vulnérables va s'étendre aux autres communes de la capitale. C'est du moins l'assurance donnée par le conseiller spécial du président de la transition. Et rendons-nous à présent, Fana, où les producteurs de coton veulent l'accélération du processus d'acquisition des tracteurs. Ils demandent aussi l'octroi de semences et d'intrants de qualité à prix abordable ou encore plus de suivi des paysans par des techniciens agricoles. Des doléances évoquées au cours d'une rencontre du bureau de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton avec les acteurs et autres partenaires de la filière coton à la base. Le point avec Noum Sissoko. D'emblée, les producteurs de coton de la zone de Fana ont remercié le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour son appui aux cotonculteurs du Mali pour environ 10 milliards de francs CFA. Toutefois, il déplore sa gestion au bénéfice des principaux bénéficiaires et invite les plus hautes autorités à veiller sur la répartition de ce fonds. Cette rencontre de prise de contact du bureau de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton a aussi été l'occasion pour les paysans d'étaler certains obstacles à la production du coton. Yacouba Traoré, président de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton. Ce sont les mêmes difficultés partout, en l'occurrence les difficultés concernant l'acquisition de l'allemand bétail, les difficultés concernant les intrants et les matériels agricoles et les difficultés concernant le paiement des recettes du coton graine par la CMDT. Mais ce que je peux dire, ces difficultés, nous allons les prendre à bras le corps afin que nous puissions les résoudre ensemble avec l'État,
avec le gouvernement, nous allons les examiner et les prendre en compte, d'autant plus que nous avons commencé à travailler là-dessus avant d'arriver ici. Ils ont évoqué le problème de construction d'usines, surtout à Béleko, vu la production de cette zone et l'enclavement de la zone. Les producteurs de coton de Fana souhaitent que la gestion de l'engrais soit au compte de la Confédération pour plus d'efficacité. Yacouba Traoré. L'approvisionnement des intrants devait être géré par la CMDT. Mais maintenant qu'il y a un bureau en la matière, nous estimons qu'il fasse un transfert à l'endroit du nouveau bureau, d'autant plus que nous estimons que nous, c'est nos producteurs qui utilisent les intrants. Donc il est très normal que la Confédération assure ce rôle d'approvisionnement en intrants agricoles des producteurs. Les paysans regrettent d'autre part le manque de suivi des champs par les techniciens agricoles et invitent la CMDT à y remédier. La mission a rendu une visite de courtoisie aux autorités de Dioïla et aux légitimités traditionnelles de Fana. On en vient à l'invité de ce 13h dimanche. Nous recevons Robert Dabou dans ce studio. Il est chargé du projet Suède-Mali. Il nous fera le point tout à l'heure des journées de partage des résultats du projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel. On apprend qu'au cours des 8 dernières années, le projet Suède a reçu environ 60 milliards de francs CFA pour soutenir les personnes vulnérables dans 15 régions du Mali. Monsieur Dabou, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. D'abord, rappelez-nous brièvement les objectifs du projet Suède et sa zone d'intervention. Merci beaucoup de nous inviter à votre plateau. Le projet Suède, c'est un projet régional qui vise l'autonomisation des filles et des femmes à l'effet d'atteindre le dividende démographique dans les pays couverts par le projet. Et fondamentalement, l'objectif de développement, c'est de faire en sorte que les filles et les femmes puissent accéder à des services de santé de qualité, à des personnels de santé de qualité, mais aussi à pouvoir avoir de l'information bénéfique pour leur scolarisation, pour leur autonomisation économique, mais aussi pour tout ce qui concerne le volet santé, comme je viens de le dire. Indépendamment de ça, le projet aussi vise à faire en sorte que la distribution des médicaments puisse être assurée à tous les niveaux, mais surtout au niveau périphérique où souvent nous constatons des ruptures des médicaments. Et l'autre élément, c'est que le projet aussi fait en sorte qu'on puisse avoir des médicaments de qualité. Une chose est de disponibiliser les médicaments, mais encore faudrait-il que ces médicaments soient de qualité et que quand les gens les consomment, ça ne soit pas source d'autres maladies et en tout cas d'autres conséquences négatives sur la santé des gens. Et enfin, nous travaillons à améliorer la formulation des politiques publiques, en tout cas qui sont favorables aux dividendes démographiques. Donc voilà un peu ramassé ce que je peux dire en termes d'objectifs du projet Suède. Et vous intervenez dans quel pays, dans combien de pays? Nous sommes présents actuellement dans 12 pays, initialement 6 au départ, après nous sommes passés à 9 et aujourd'hui nous sommes à 12 pays. Très bien, 60 de l'Afrique de l'Ouest et du centre. 60 milliards investis en 8 ans au Mali, oui. Pour quel impact? Pour un bilan, j'allais dire assez élogieux, c'est vraiment sans nous flatter, parce que nous avons organisé les journées Suède les 4, 5 et 6, où il y avait la Banque mondiale qui finance le projet, il y avait les partenaires comme l'UNFPA, et en tout cas plein d'autres partenaires qui étaient là. Donc grosso modo, c'est plus de 7 millions de personnes, 7 500 000 de personnes touchées par les messages que nous avons diffusés à travers les radios, à travers les médias sociaux, etc. et la télévision, sur les thématiques de l'autonomisation de la femme, la scolarisation des filles, le maintien des filles à l'école, etc. C'est aussi 6 radios communautaires que nous avons installées en milieu communautaire, mais c'est aussi 43 radios dans un cadre partenariat avec l'URTEL que nous avons utilisé pour diffuser nos spots produits. Mais c'est aussi au niveau des questions d'autonomisation à proprement parler des filles et des femmes. C'est plus de 300 000 filles qui sont touchées par au moins un des services les permettant d'aller soit à l'école ou de rester à l'école. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons distribué à peu près 15 000 vélos. Nous avons touché beaucoup de filles en matière d'hébergement, parce que nous cherchons des hébergeurs pour recevoir les filles qui parcourent plus de 8 km pour aller à l'école. C'est aussi plus de ces 300 000 filles ont bénéficié des cours de soutien, mais aussi c'est des kits scolaires que nous donnons chaque année à ces filles-là, composés de livres de mathématiques, de français, de physique, chimie, et puis d'anglais pour les permettre de pouvoir
en tout cas performer un peu au niveau de l'école et améliorer la qualité de l'éducation. Donc c'est vraiment des interventions en matière de scolarisation des filles, c'est-à-dire que nous avons une stratégie qu'on appelle la stratégie de scolarisation accélérée des enfants, qu'on appelle la passerelle, qui a été développée par le ministère de l'Éducation nationale. Et à travers cette stratégie, nous avons pu récupérer et donner une seconde chance à peu près 15 000 enfants. D'accord. Et qui sont aujourd'hui retournés à l'école, dont l'âge était compris au démarrage de leur recrutement entre 8 et 12 ans. Donc, si nous prenons le volet opportunité économique, en termes de bilan, c'est 42 000 filles, femmes qui étaient prévues pour être installées dans les opportunités économiques, les AGR, et les métiers traditionnellement réservés aux hommes, tels que la plomberie, les questions de la peinture, la construction métallique, la menuiserie bois, j'en passe. Et nous sommes aujourd'hui à 39 166 installés et nous allons boucler d'ici la fin de l'année les 42 000 filles prévues, et femmes prévues. Comme vous le dites, un bilan assez élogieux. On va toujours parler de bilan de façon générale. Cette fois-ci, nous savons que vous bouclez la mise en œuvre de 2 phases. Oui, tout à fait. Quel bilan tirez-vous de l'action du projet globalement? Moi, je trouve que c'est un projet très bénéfique, un projet aujourd'hui, à mon avis, qui a été primé d'ailleurs par la Banque mondiale tout récemment, il y a un mois de cela, comme meilleur projet de portefeuille, en tout cas des projets régionaux financés au niveau du Mali. Donc, c'est pour vous dire que tout ce que nous disons, ce n'est pas des chiffres construits, mais c'est vraiment des faits qui parlent à notre faveur. Et donc, en termes de bilan, j'y prends tout simplement les 39 000 femmes que nous avons installées. Nous avons pris parmi elles un échantillon de 7 500 pour voir un peu leur production. Et nous avons retrouvé qu'ils avaient pu produire un chiffre d'affaires de 10 milliards de francs CFA, uniquement 7 000. Et d'ici la fin du projet, on va faire un bilan global pour voir combien ces filles ont pu générer après leur installation. Et donc, pour vous dire qu'au démarrage de ce projet, on avait fait une enquête de base en 2017 où le revenu moyen mensuel des filles en milieu rural, en tout cas de nos zones d'intervention, c'était 2 473 francs CFA. Aujourd'hui, ces filles sont passées à 54 000 francs de revenu mensuel moyen. Donc, quand nous prenons au niveau de la composante 2, c'est 323 sages-femmes que nous avons installées. En tout cas, durant tous ces projets, et tous ces 323 sages-femmes, c'est des salaires que nous avons payés, mais qui ont permis de toucher plus de millions de personnes par au moins leurs services offerts. Et aujourd'hui, à l'époque, quand on démarrait ce projet en 2014-2015, quand on faisait les analyses, c'est qu'il y avait 51% des sages-femmes à Bamako, pas seulement dans les centres urbains, mais à Bamako. Sachant que 70% des populations maliennes se trouvent en milieu rural. Vous voyez les contrastes? Et nous avons cherché à inverser cette tendance. Et grâce à cette initiative, qui a commencé par 105 sages-femmes et qui a été élargie à 323, nous avons un autre partenaire qui est le FINIAP, le Fonds des Nations Unies pour la population, qui a quand même mobilisé des fonds, d'autres partenaires pour recruter 200 sages-femmes et qui viennent compléter la liste à plus de 500 sages-femmes aujourd'hui qui sont sur le terrain et qui améliorent la santé de la mère, qui améliorent la santé des enfants à travers des programmes de nutrition et bien d'autres, les vaccinations et puis les consultations prénatales et postnatales, etc. Et en termes de perspective, quels sont vos projets? En termes de perspective, les journées que nous venons d'organiser visaient effectivement à échanger avec les autres pays membres du projet qui sont venus participer, voir ce que le Mali a pu faire, de discuter à travers des panels sur les stratégies de pérennisation et de mise à échelle. Et donc, en termes de perspective, c'est de voir comment on peut voir un SWED+, c'est-à-dire à partir de 2025. Voilà, pour faire en sorte qu'on puisse être plus présent sur le territoire national. Actuellement, nous sommes présents sur les 19 régions du Mali, selon la nouvelle carte administrative, dans 15 régions, plus les districts de Bamako et sa périphérie. Et nous voulons faire en sorte qu'à travers le SWED+, nous puissions toucher l'ensemble du pays. Et particulièrement les zones qui ont été libérées par notre vaillante armée, les forces de défense, où il y a eu beaucoup d'écoles qui ont été fermées. D'après les derniers chiffres, c'est à peu près 1600 écoles qui restent toujours fermées à date. Et donc, dont les enfants ne sont pas allés à l'école pendant tout ce temps. Et il faut faire en sorte que ces enfants retournent à l'école. Et nous réfléchissons déjà sur les stratégies pour aider au retour de ces enfants qui sont aujourd'hui estimés à peu près 500 000 enfants qui ont perdu l'école, mais c'est un droit pour eux de retourner à l'école. Très bien. Un message particulier à lancer ou vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je voudrais juste en tout cas remercier à travers votre micro les partenaires, notamment la Banque mondiale, qui a vraiment financé
cette enveloppe de 60 milliards de francs CFA. Et le Fonds des Nations Unies pour la population, pour les assistants techniques et tous les partenaires, et notamment les ONG nationales avec lesquelles nous travaillons et les services techniques, c'est très important, de l'éducation, de la promotion de la femme, de la santé, de l'emploi et de la formation professionnelle et surtout bien sûr de la jeunesse. Et je suis par là pour dire que l'appel que je voudrais lancer, c'est que travaillons à finaliser cette seconde phase qui va se clôturer le 31 décembre et travaillons à identifier tous les cas de succès, travaillons à mesurer tout ce que nous avons pu faire en termes de résultats concrets et travaillons à faire en sorte que l'approche du Suède qui est basée sur l'intervention par paquet. C'est-à-dire, lorsque nous intervenons dans un village, dans une commune, nous faisons l'éducation, nous faisons la santé, nous faisons les opportunités économiques, nous faisons en sorte que les médicaments arrivent à destination. Et tout ça a l'effet de créer vraiment un impact important, global sur la communauté que de faire des interventions parcellaires. Voilà le message que je voudrais laisser et l'appel que je voudrais lancer aux partenaires de continuer à accompagner ce projet et à donner plus d'enveloppes à ce projet pour toucher plus de cibles. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes Robert Dabou, chargé du projet Suède-Mali. Encore une fois, merci d'être passé par là. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Actualité hors de nos frontières, au Nigeria, un nouveau kidnapping est intervenu dans l'état de Sokoto quelques jours après les 2 enlèvements de masse qui ont frappé le pays. Ce nouveau kidnapping a visé 15 élèves d'une école islamique qui alourdit le bilan du phénomène en répétition. Alors, Lassina Keita, comment peut-on expliquer la fréquence de ces enlèvements d'enfants et de femmes dans un pays comme le Nigeria ? D'abord, Ibrahima Traoré, vous l'avez dit, le phénomène du kidnapping est en répétition, devenu monnaie courante au Nigeria avec le cas de ces 15 enfants élèves d'une école islamique dans l'état de Sokoto au nord-ouest du pays. Bien avant, plus d'une centaine de femmes et de jeunes filles déplacées sont portées disparues dans la région de Borno où les terroristes de Boko Haram et de l'ISWAP sont actifs. Et dans le nord-ouest, dans la région de Kaduna, ce sont 280 élèves de l'école de Kuriga qui ont été amenés dans la forêt par des hommes armés. Ce kidnapping de masse crée la surprise chez Victor Abarchi, médiateur de la société civile et habitant de Kaduna. Selon lui, c'est le plus important événement de masse depuis 2020-2021. 47 autres femmes kidnappées la semaine dernière dans la région rurale d'Ingala. Des chefs de milices anti-djihadistes accusent l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, d'être à l'origine de cette attaque dans l'État de Borno, en proie à une insurrection djihadiste qui a fait plus de 40 000 morts et 2 millions de déplacés depuis 2009. Merci beaucoup, Lassina Keita. Au Sénégal, la campagne électorale pour la présidentielle du 24 mars est lancée depuis hier samedi. À pas de course, les 19 candidats en lice tentent de rallier les électeurs à leur cause. Mohamed Sangaré, bonjour. Bonjour Ibrahim Traoré. Alors, quelle est l'atmosphère de cette campagne ce dimanche au Sénégal ? Oui, c'est bien parti pour la campagne électorale présidentielle du Sénégal à Dakar, mais c'est un démarrage plutôt timide. Un premier rassemblement public a eu lieu à Dakar, organisé par l'un des 19 candidats en lice. Khalifa Sall, l'un des principaux candidats au scrutin et ancien maire de Dakar, a entamé peu après 17h GMT une tournée de plusieurs quartiers de la capitale. Quelques centaines de sympathisants qui avaient patiemment attendu son arrivée dans une ambiance festive au son des percussionnistes et des chansons diffusées à plein volume par de grosses enceintes l'ont accueilli dans un joyeux vacarme sous les applaudissements. La coalition du candidat anti-système Bassirou Diomaye Faye, qui entame la course à la présidence derrière les barreaux, a fait aussi une caravane à Dakar plus tard dans l'après-midi après la présentation de son programme à la presse. Le candidat du camp présidentiel Amadou Ba devait réunir son directoire de campagne samedi après-midi. Auparavant, il a procédé à la passation de pouvoir avec son successeur au poste de Premier ministre Sidiki Kaba, nommé mercredi à sa place à la faveur d'un remaniement ministériel pour lui permettre de faire campagne. Presque tous sont un peu pris de court par le démarrage de la campagne après plusieurs semaines de
doutes et des questions. Cette campagne va aussi coïncider avec le début du mois de Ramadan qui commencera certainement peut-être demain et qui va chambouler les programmes de campagne. Pour certains, ce sera de porte à porte ou bien des meetings en soirée pour avoir le maximum de militants. La campagne est réduite par la force des choses de 3 à 2 semaines et s'achèvera le 22 mars à minuit. De nombreux Sénégalais, Ibrahim, ont exprimé leur impatience de voter et de tourner la page. Merci beaucoup. Et moi, je me tourne à présent vers Bourama Traoré pour faire le tour d'horizon de l'actualité. Le reste de l'actualité internationale. Bourama Traoré, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Une voix cassée par une méchante grippe, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors d'abord, commençons par la Côte d'Ivoire où le comité central du Parti des peuples africains a désigné hier Laurent Gbagbo comme son candidat à la présidentielle de 2025. Oui, l'ancien président de Côte d'Ivoire accepte d'être le candidat du parti à l'élection présidentielle de 2025 selon un communiqué publié à l'issue d'une réunion interne. Ce choix du parti doit encore être officialisé au cours d'une convention ou d'un congrès dont la date n'a pas encore été fixée. En Centrafrique, l'état-major des armées annonce la reprise de la ville de Siki, Kédé, dans la préfecture de Wakaga, des mains des rebelles de la coalition des patriotes pour le changement. Les rebelles ont fui en laissant derrière eux au moins 18 morts, des blessés et 2 véhicules incendiés selon une source locale. Du côté des forces armées centrafricaines, il a été enregistré 5 morts et un cas de blessés. C'est la deuxième fois en moins d'une année que cette ville passe des mains de la rébellion à celle des forces armées et centrafricaines. En Ouganda, après le vote de la loi anti-homosexualité, une députée se voit refuser un visa pour les États-Unis. Il s'agit de Sarah Atien Opandi. Elle avait sollicité ce document pour assister à une réunion onusienne la semaine prochaine. L'ambassade américaine à Kampala a refusé de fournir un visa pour les États-Unis à la députée officiellement pour des raisons administratives, mais certains y voient une mesure de rétorsion par Washington pour lui faire payer ses propos homophobes. Car en 2023, devant le Parlement ougandais, la députée avait appelé à castrer les homosexuels. Au Cameroun, la société civile dresse son tableau de la situation des droits de l'homme pour l'année 2023. Dans un rapport publié, elle souligne que les libertés publiques sont mises à mal avec accent sur les libertés d'expression, de réunion et de manifestation. Pour l'année 2023, le rapport fait cas d'un peu plus de 400 personnes tuées, dont près de 200 appartenant aux forces de défense et de sécurité et plus de 1000 cas d'arrestation sur l'ensemble du territoire national. Le rapport recommande donc au gouvernement camerounais d'éviter de traîner les civils devant les tribunaux militaires et d'accélérer les procédures judiciaires en vue de décongestionner les prisons. En Sierra Leone, le président Julius Maada Bio vante le partenariat avec la Chine. Parmi les fruits de 5 décennies de coopération, le président sierra-léonais cite la construction du chemin de fer, des routes, des ponts et hôpitaux. La structure sanitaire accueille les équipes médicales chinoises qui participent à l'amélioration de l'offre de santé dans le pays. Un partenariat salué par Julius Maada Bio lors de sa visite début mars en Chine. Après 52 ans de relations diplomatiques avec la Chine, je pense que nous sommes bien placés pour qualifier la Chine de partenaire fiable et sûr, a conclu le président Maada Bio. Aux États-Unis, le président américain Joe Biden estime que le premier ministre israélien faisait plus de mal que de bien à Israël par sa conduite de la guerre à Gaza. Le locataire de la Maison Blanche réagit ainsi à l'attitude du premier ministre israélien qui semble lui agacer. Avant cette déclaration, Joe Biden avait annoncé jeudi lors de son discours sur l'état de la nation la participation de son pays à l'effort international d'acheminement d'aide humanitaire vers la bande de Gaza. Pour lui, l'aide humanitaire ne peut être une considération secondaire ni une monnaie d'échange. Merci beaucoup Bourama Traoré pour ce tour d'horizon de l'actualité internationale. Les sports dans quelques instants. Famourou Djourté est bien installé dans ce studio. Très bien, Ibrahima Traoré. Alors on commence avec la balle au panier. Le Stade malien Homme et le Djoliba AC Dames ont remporté les trophées de la Super Coupe du Mali 2024. Oui, le Stade malien Homme, champion en titre et vainqueur de la Coupe du Mali, affrontait l'AS Hiral de Bamako, finaliste de la Coupe du Mali. Les Blancs n'ont pas fait dans les détails. Ils se sont largement imposés 68-49. Le Stade malien Homme réalise ainsi le triplé Coupe Championnat et Super Coupe. Du côté des dames, les Rouges du Djoloba AC ont dominé les stadistes 69-58. Pourtant, le Stade malien Dames se présentait devant les Djolibis avec son doublé Coupe Championnat. Mahaman Koulibaly du Stade malien de Bamako a terminé avec 20 points et 4 rebonds. Du côté des dames, Alima Kouyaté du Djoloba AC a réalisé le double-double, 20 points et 10 rebonds.
La Supercoupe du Mali de basketball lance la nouvelle saison sportive de la fédération prévue le week-end prochain. En football, les huitièmes de finale de la Coupe du Mali se poursuivent ce dimanche avec une rencontre Djoliba ATS de Koro. C'est au stade du 26 mars. Oui, Djoliba ATS de Koro avait été initialement programmé ce dimanche à 15h30 sur le terrain de l'AS Real. Pardon, mais ce samedi, la FEMAFoot a publié un télégramme annonçant la délocalisation de l'affiche au stade du 26 mars, toujours à la même heure. En ouverture des huitièmes de finale ce 9 mars, l'AS Real de Bamako a disposé du CF La Paix de Ségou par 3-0. Le premier duel entre clubs de Ligue 1 dans cette phase mettait aux prises Binga FC et Afrique Football Elite. Les deux équipes n'ont pas pu se départager après 120 minutes de jeu. À la séance des tirs au but, les académiciens d'Afrique Football Elite ont réussi 5 tentatives contre 4 pour Binga FC. Le programme des huitièmes de finale se poursuivra demain lundi 11 mars. Pour le moment, l'AS Real et Afrique Football Elite sont les deux premiers clubs qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Mali de football saison 2023-2024. Alors, ce week-end offre aussi de très belles confrontations dans les championnats européens. La plus belle étant sans doute le choc entre Liverpool et Manchester City. Anfield va devenir incandescent tout à l'heure à 15h45 temps universel. Liverpool, premier, 63 points, reçoit Manchester City, deuxième, 62 points dans le choc au sommet de la 28e journée de Premier League. Les deux équipes affichent une forme étincelante. On a 2 défaites sur les 20 dernières journées de championnat pour Liverpool, avec 14 victoires au passage. Chez les Sky Blues, la dynamique est tout aussi remarquable puisque City n'a plus perdu depuis le 6 décembre et reste sur 13 victoires sur les 20 dernières sorties en championnat. Avant ce Liverpool-Manchester City, la Premier League offre un autre choc en ce moment, même s'il n'a pas du même calibre et ne propose pas les mêmes enjeux. Aston Villa contre Tottenham peut parfaitement tenir le choc en termes de spectacle et d'intensité. Les Villains sont 4e de Premier League, 55 points, 5 longueurs devant Tottenham, 5e. Les Spurs sont donc dans l'obligation de l'emporter pour ne pas se faire distancer dans la course à la qualification en Ligue des Champions. Alors après 32 minutes de jeu, le score est de 0-0. En Italie, la vieille dame se cherche un second souffle, longtemps au coude à coude avec l'Inter. La Juventus, deuxième, 57 points, a laissé les Interistes prendre 15 points d'avance, la faute à plusieurs contre-performances. Les Turinois n'ont remporté qu'une victoire sur leurs 6 dernières sorties. L'Atalanta Bergame, 6e, 46 points, elle aussi doit se ressaisir avec 2 défaites sur les 2 derniers matchs de Serie A, dont un 4-0 face à l'Inter. Juventus-Atalanta Bergame, rendez-vous ce dimanche à 17h, temps universel. Alors, terminons par les Jeux africains qui se tiennent à Accra au Ghana depuis le 5 mars dernier. Le Mali est fortement représenté avec une délégation composée de 8 équipes. Oui, le Mali est représenté dans 8 disciplines, l'athlétisme, le basketball 3x3, le handball, le taekwondo, le judo, le karaté, le cyclisme et la boxe. En plus de l'enjeu sportif, ces Jeux africains servent également de qualification pour 12 disciplines sportives aux Jeux olympiques de Paris 2024. Le Mali a une longue tradition de participation aux Jeux olympiques avec des succès notables dans des disciplines comme le judo, l'athlétisme, le football, le taekwondo, le basketball ou encore la boxe. Les athlètes maliens, au nombre de 130, ont promis au peuple malien, à travers le ministre en charge des sports, de hisser haut le drapeau national lors de ces Jeux. Selon la délégation malienne, l'objectif est clair, se démarquer à Accra et obtenir des qualifications pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Merci beaucoup Famourou Djourté pour toutes ces informations sportives. « 13h33 sur nos antennes, ainsi s'achève cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter avec à la coordination éditoriale Bourama Traoré, à la mise en onde Bintou Traoré, la mise en ligne est assurée par Sekou Traoré, à la réalisation Lassina Keita. On a retrouvé Famourou Djourté tout à l'heure dans Rétro 7, la rétrospective de l'actualité de la semaine, et à 19h30, la grande édition du soir. Excellent moment de radio à toutes et à tous et très bon dimanche.